Le visage de Popeye hante encore les cauchemars des policiers, surtout après avoir tué 2 généraux de sang-froid. El Arrete a laissé les commissariats en ruine sans sourciller. Et El Chapo? Son regard froid et mortel en dit long. Ce sont des tueurs de cartel dont les visages ont semé la terreur chez ceux qui ont juré de les arrêter. Carlos Mario Alzate Urquijo, El Arrete. La terreur a revêtu de nombreux visages dans la guerre contre la drogue en Colombie, mais peu étaient aussi calculateurs que ce génie explosif qui transformait des quartiers entiers en armes de destruction massive. Carlos Mario Alzate Urquijo, connu sous le nom de El Arrete, s'est distingué comme un maître de la terreur dont l'expertise en matière de démolition a créé une nouvelle catégorie de peur parmi les forces de l'ordre. Sa spécialité n'était pas seulement le meurtre, mais aussi l'art de créer un impact psychologique maximal grâce à des actes de violence spectaculaires qui entraient les policiers pour le reste de leur carrière. La contribution la plus notoire d'El Arrete au règne de terreur du cartel a été son rôle central dans l'attentat à la bombe contre le vol Avianca 203, qu'il a par la suite avoué avoir aidé à concevoir et à exécuter. Ce massacre de 110 innocents ne visait pas seulement à éliminer le candidat à la présidence César Gaviria, mais aussi à démontrer la volonté du cartel de commettre des actes de terrorisme rivalisant avec ceux observés dans les conflits mondiaux. Pour les policiers chargés de protéger des cibles de grande valeur, cet attentat représentait leur pire cauchemar. Un ennemi capable de transformer des avions civils en armes de destruction massive. Mais la capacité d'El Arrete à semer la terreur allait bien au-delà des catastrophes aériennes. Son implication dans l'attentat à la bombe contre le bâtiment du DAS en 1989, qui a tué 52 personnes, dont des policiers et des agents des services de renseignement, et blessé plus de 600 autres, a révélé sa compréhension stratégique de la guerre psychologique. En ciblant le quartier général des services de renseignement colombiens, El Arrete ne se contentait pas de tuer ses ennemis, il détruisait leur capacité à riposter, laissant les survivants travailler dans la crainte constante que leur lieu de travail ne devienne leur tombeau. Mais si la colère explosive d'El Arrete a laissé les commissariats en ruine, attendez de voir comment le visage du prochain tueur du cartel s'est gravé dans les cauchemars des officiers colombiens avec son surnom faussement innocent. John Jairo Velázquez, Popeye. Derrière un surnom qui semblait tout droit sorti d'un dessin animé pour enfants, se cachait un monstre dont l'existence même transformait les forces de l'ordre colombiennes en un véritable cauchemar. John Jairo Velázquez a revendiqué la responsabilité personnelle de plus de 250 meurtres, tout en coordonnant plus de 3000 morts en tant que bras droit de Pablo Escobar. L'ironie de son pseudonyme à la consonance innocente ne faisait qu'amplifier la terreur qu'il inspirait. Voici un homme capable de plaisanter sur des personnages de dessins animés tout en orchestrant des massacres qui feraient pleurer les détectives les plus endurcis. L'acte le plus audacieux de Popeye eut lieu en 1988, lorsqu'il kidnappa et exécuta personnellement Carlos Mauro Hoyos, l'inspecteur général de Colombie. Il ne s'agissait pas d'un simple assassinat, mais de l'exécution publique d'un des plus hauts fonctionnaires colombiens, destiné à démontrer que personne, quelle que soit sa position ou sa protection, n'était hors de portée de Popeye. Son partenariat avec d'autres sicarios pour assassiner le colonel Valdemar Franklin Quintero, commandant de la police d'Antioquia, a révélé la nature systématique de sa guerre contre les forces de l'ordre. L'aveu de Popeye selon lequel il avait fourni l'arme utilisée dans ce meurtre a démontré son approche pratique de la terreur. Il ne se contentait pas de donner des ordres, mais s'assurait personnellement de la mort de ceux qui s'opposaient au cartel. L'ampleur de la campagne de terreur menée par Popeye défiait l'entendement. Il a orchestré au moins 200 attentats à la voiture piégée dans les principales villes de Colombie, dont beaucoup visaient spécifiquement des installations policières. Un attentat dévastateur près de la Plaza de Toros, la Macarena, a tué 27 personnes et blessé plus de 50 autres. Mais c'est l'impact psychologique qui a vraiment compté. Les policiers ont appris à craindre non seulement Popeye lui-même, mais aussi l'infrastructure qui les entourait. N'importe quelle voiture pouvait être une bombe, n'importe quel bâtiment une cible, n'importe quel moment leur dernier. Si le visage de Popeye était la dernière chose que de nombreux policiers voyaient avant de mourir, la présence terrifiante du tueur suivant du cartel a établi le modèle d'intimidation qui a rendu toute une génération de policiers craintifs dans l'exercice de leurs fonctions. Jorge Ivan Gastelum Avila, Cholo Ivan. Avant l'émergence de la nouvelle génération de tueurs, un homme a établi le modèle de terreur systématique qui allait devenir la méthode de prédilection du cartel. Jorge Ivan Gastelum Avila, connu sous le nom de Cholo Ivan, était l'un des hommes de main les plus fidèles d'El Chapo. Il a établi le modèle de violence systématique qui allait plus tard caractériser les branches armées du cartel. Sa réputation auprès de la police reposait sur une combinaison de génie tactique et de cruauté absolue qui faisait de lui l'une des figures les plus redoutées de l'histoire du cartel. La confrontation la plus spectaculaire de Cholo Ivan avec les forces de l'ordre a eu lieu lors de l'opération Black Swan de 2016, qui a conduit à la capture finale d'El Chapo.
Son implication dans la fusillade acharnée avec les Marines mexicains à Los Mochis a révélé à quel point il avait militarisé les opérations du cartel. Le fait que ses forces aient pu engager un combat soutenu contre des unités navales d'élite, entraînant la mort de plusieurs membres du cartel, mais aussi des marines, a démontré un niveau de puissance de feu et d'entraînement tactique qui a laissé la police locale désespérément dépassée. Son rôle dans le maintien de la domination du cartel de Sinaloa par l'intimidation systématique de la police municipale a créé un climat de peur qui s'étendait bien au-delà des affrontements directs. Le réseau de Cholo Ivan était lié à des assassinats ciblés de commandants de police qui tentèrent de perturber les opérations du cartel, avec des narcomantas laissés sur les lieux du crime pour avertir les autres officiers d'un sort similaire. Sa compréhension du fait que la peur pouvait être plus efficace que les balles pour neutraliser la résistance de la police le rendait particulièrement dangereux pour le moral des forces de l'ordre. La formation des Los Ninis sous la direction d'El Nini, après l'arrestation de Cholo Ivan, a révélé à quel point ces méthodes avaient créé un modèle de terreur qui survivrait à sa propre liberté. Les tactiques de son groupe armé, des attaques coordonnées à la guerre psychologique, sont devenues le fondement d'opérations encore plus violentes qui allaient terroriser la police mexicaine dans les années suivantes. Bien que le visage de Cholo Ivan ait représenté une terreur systématique pour la police mexicaine, la légende du prochain tueur du cartel a pris une telle ampleur que les agents de 2 continents continuent de regarder par-dessus leur épaule lorsque son nom est mentionné. Joaquín El Chapo Guzmán. Les légendes de la terreur dépassent souvent en grandeur les hommes qui les inspirent. Mais dans ce cas précis, la réputation de brutalité rusée du monstre surpassait largement sa petite taille. Joaquín Guzmán Loera, connu dans le monde entier sous le nom de El Chapo, est devenu une figure dont la simple existence a transformé les forces de l'ordre en une profession où les agents s'estimaient chanceux de survivre à chaque prise de service. En tant que cofondateur et chef du cartel de Sinaloa, la réputation d'El Chapo pour sa ruse impitoyable et sa violence spectaculaire a fait de lui une figure terrifiante pour les forces de l'ordre sur 2 continents. L'une des démonstrations de pouvoir les plus audacieuses d'El Chapo a eu lieu en 2004 avec l'embuscade tendue à Rodolfo Carrillo Fuentes et à sa famille à Culiacán. Il ne s'agissait pas d'un simple assassinat, mais de l'exécution publique d'un chef de cartel rival, de sa femme et de ses enfants, alors qu'il quittait un centre commercial, malgré la protection de la police. Le caractère effronté de cette attaque, perpétrée en plein jour, dans un lieu public, en présence des forces de l'ordre, a envoyé un message effrayant à la police, lui signifiant que sa présence n'avait aucun effet dissuasif sur la violence d'El Chapo. L'opération de Los Mochis en 2016, qui a conduit à sa capture finale, a révélé à quel point El Chapo avait militarisé son organisation. Les intenses échanges de tirs entre les marines mexicains et les hommes armés du cartel protégeant leur chef ont fait 5 morts parmi les membres du cartel et plusieurs blessés parmi les marines. Mais surtout, ils ont démontré la capacité d'El Chapo à inspirer une loyauté si absolue que ces hommes étaient prêts à mourir en combattant des unités militaires d'élite. Pour la police locale, l'intensité de l'opération a été un rappel brutal de son propre manque de moyens face à une telle puissance de feu. Le plus terrifiant pour les forces de l'ordre a peut-être été la révélation des capacités d'El Chapo en matière de guerre cybernétique, notamment le piratage du système de vidéosurveillance de Mexico et l'accès aux communications du FBI. La capacité du cartel à traquer et à éliminer les informateurs du FBI à l'aide de communications interceptées a démontré un niveau de sophistication technologique qui a laissé les policiers se demander si les communications étaient sûres, les opérations sécurisées ou les informateurs protégés du réseau de surveillance étendu d'El Chapo. Pouvez-vous imaginer un visage plus terrifiant pour la police que celui d'El Chapo? Le tueur suivant du cartel a perfectionné des méthodes de torture si sadiques que même les enquêteurs chevronnés ne pouvaient supporter les photos de la scène du crime. Miguel Treviño Morales, 40. Le sadisme a atteint son apogée entre les mains d'un homme dont les méthodes de torture sont devenues si notoires qu'elles ont redéfini ce que les forces de l'ordre croyaient possible en termes de cruauté humaine. Miguel Treviño Morales, connu sous le nom de Z40, a dirigé Los Zetas aux côtés de son frère Omar après la mort d'Heriberto Lascano. Mais la réputation de brutalité de Treviño était déjà bien établie par des actes de violence si extrêmes qu'il rendait physiquement malade même les enquêteurs les plus endurcis. Il incarnait l'évolution ultime de la terreur des cartels, un criminel dont la capacité de violence sadique était sans limite et dont les méthodes étaient spécialement conçues pour briser la résistance psychologique de quiconque, y compris les forces de l'ordre. Treviño Morales serait à l'origine du massacre de San Fernando en 2010, au cours duquel 72 migrants ont été assassinés après avoir refusé de travailler pour Los Zetas. Leurs corps ont été jetés dans une fosse commune, découverte seulement lorsqu'un survivant a réussi à alerter les autorités. Mais ce n'était pas la fin.
En 2011, il a ordonné le massacre d'Al-Lend, une campagne de représailles après qu'un membre du cartel soit devenu informateur, qui a causé la mort de plus de 300 personnes. La méthode d'exécution? D'une brutalité indescriptible. Les victimes ont été soumises à une pratique horrible connue sous le nom de El Guiso, le ragoût, qui consistait à les placer vivantes dans des fûts de 200 litres et à les faire bouillir ou brûler avec un liquide inflammable. Il ne s'agissait pas d'efficacité. C'était une guerre psychologique, un message de terreur pure, destiné à briser la volonté de quiconque pourrait même envisager de s'opposer aux Los Zetas, en particulier la police. Alors que le visage de Z40 hantait les rêves des policiers avec des visions de El Guiso, le tueur suivant du cartel combinait l'énergie de la jeunesse et des armes de qualité militaire pour créer un nouveau type de cauchemar pour la police. Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini. La jeunesse n'avait jamais été aussi terrifiante que lorsqu'elle maniait des armes militaires avec la brutalité désinvolte d'un joueur de jeux vidéo. Néstor Isidro Pérez Salas, connu sous le nom de El Nini, représentait une nouvelle génération d'hommes de main des cartels, dont la réputation de brutalité absolue en faisait le cauchemar des forces de l'ordre. En tant que chef des Los Nini, la branche armée violente des Los Chapitos, sa réputation était devenue si légendaire que le FBI a spécifiquement souligné son rôle dans le meurtre d'agents des forces de l'ordre mexicains afin de protéger les opérations de trafic de fentanyl du cartel. L'orchestration de la violence par El Nini lors du Culiacanazo de 2019 a démontré un niveau de sophistication tactique qui a terrifié les forces de sécurité mexicaines. Sous son commandement, Los Ninis ne se sont pas contentés de réagir à l'arrestation d'Ovidio Guzman. Ils ont lancé une attaque coordonnée qui a transformé Culiacán en zone de guerre. La nature systématique de leur réponse, des barrages routiers aux embuscades de type militaire, a révélé qu'El Nini avait transformé son organisation en une force paramilitaire capable de défier les troupes fédérales. Les troubles de 2023 à Sinaloa, qui ont suivi la recapture d'Ovidio, ont montré l'évolution d'El Nini en un stratège terroriste prêt à cibler les infrastructures civiles pour terroriser les autorités. Sous sa direction, Los Ninis ont attaqué l'aéroport international de Culiacán, tirant sur des avions militaires et civils, tout en engageant des soldats dans une guerre urbaine qui a fait 10 morts parmi les soldats et 1 parmi les policiers. Pour les forces de l'ordre, l'attaque contre des avions civils représentait un nouveau niveau de terrorisme qui mettait en danger des voyageurs innocents pour servir les objectifs du cartel. La réputation d'El Nini s'étendait au-delà de la violence tactique pour inclure la guerre psychologique visant à briser le moral de la police. Son organisation est devenue tristement célèbre pour la torture et l'exécution de toute personne s'opposant aux Chapitos, les corps étant laissés dans des lieux publics accompagnés de messages avertissant la police de ne pas intervenir. Bien que le visage d'El Nini inspire la terreur à la police mexicaine moderne, le prochain tueur du cartel a réussi à devenir le fantôme que les agents craignaient le plus, celui qu'ils ne voyaient jamais venir. Ismael El Mayo, Zambada. Dans l'ombre du trône du cartel de Sinaloa se cachait un fantôme dont la discrétion masquait une capacité de violence telle que les policiers continuaient à regarder derrière eux longtemps après leur retraite. Ismael Zambada Garcia, connu sous le nom de El Mayo, a opéré dans l'ombre du trône du cartel de Sinaloa pendant des décennies, son invisibilité délibérée faisant de lui le criminel le plus redouté du Mexique. Contrairement aux chefs de cartel plus flamboyants, la réputation d'El Mayo reposait sur une brutalité stratégique et une capacité hors du commun à corrompre ou à éliminer quiconque menaçait ses opérations. La démonstration de puissance la plus spectaculaire d'El Mayo a eu lieu lors de l'opération de Culiacán en 2019, connue sous le nom de Culiacanazo. Lorsque les forces de sécurité mexicaines ont brièvement arrêté Ovidio Guzman Lopez, des hommes armés fidèles à la faction d'El Mayo ont envahi la ville avec des armes de guerre, engageant des fusillades avec les forces de sécurité et attaquant des hélicoptères de l'armée. La violence était si intense que le président López Obrador a ordonné la libération d'Ovidio, infligeant une défaite humiliante aux forces de l'ordre mexicaines et démontrant la capacité d'El Mayo à forcer la main du gouvernement par la terreur pure. Les violences qui ont éclaté après l'arrestation d'El Mayo en juillet 2024 ont révélé à quel point sa présence inspirait la peur au sein de l'organisation. La lutte pour le pouvoir entre les factions, la Maïza et Los Chapitos a fait plus de 140 morts rien qu'à Culiacán en octobre 2024, avec des barrages routiers et des actes de violence symboliques, notamment des cadavres marqués des insignes des factions. Pour les policiers pris dans cette guerre, l'absence d'El Mayo s'est avérée presque aussi terrifiante que sa présence, les factions rivales cherchant à revendiquer son héritage par des démonstrations de force de plus en plus brutales. Le budget de corruption systématique de son organisation, pouvant atteindre $1 million par mois, a créé un climat dans lequel les policiers étaient confrontés à un choix difficile: accepter des pots de vin ou être assassinés. Il ne s'agissait pas d'une simple corruption,
mais d'une campagne systématique visant à transformer les forces de l'ordre en une extension des opérations du cartel, laissant les agents honnêtes isolés et vulnérables à l'élimination par leurs propres collègues corrompus. Alors que le visage invisible d'El Mayo terrorisait la police dans l'ombre, la brutalité documentée du prochain tueur du cartel a amené des enquêteurs endurcis à s'interroger sur ce dont les humains sont capables. Marciano Milan Vázquez, Chano. La cruauté trouvait son expression parfaite chez cet homme, dont la capacité à commettre des actes de violence sadique était devenue légendaire, même parmi les criminels endurcis des Los Zetas. Marciano Milan Vázquez, connu sous le nom de Chano, s'est distingué par des actes de violence si extrêmes que même les enquêteurs les plus aguerris avaient du mal à en comprendre la cruauté. Sa réputation de sicario, devenu Plaza Boss de Piedras Negras, s'est construite sur une base de terreur qui a amené les forces de l'ordre à s'interroger sur les limites de la brutalité humaine. L'acte le plus horrible commis par Milan Vázquez et documenté consiste à avoir démembré une jeune fille à la hache et brûlé son corps devant ses parents, en riant et en leur disant « Pour que vous vous souveniez de moi », avant d'ordonner leur exécution de la même manière. Bien que cet incident spécifique ait visé des civils, son impact psychologique sur la police a été dévastateur. Les agents ont réalisé qu'ils combattaient un ennemi dont la cruauté était sans limite, dont la violence ne servait pas seulement des objectifs tactiques, mais aussi psychologiques, destinés à briser la volonté de quiconque pourrait s'opposer à eux. Son rôle central dans le massacre d'Allende en 2011, où Los Zetas ont tué plus de 300 personnes en représailles à la délation d'un de leurs membres, a révélé l'ampleur industrielle de sa brutalité. La police locale était soit complice, soit impuissante, alors que des villes entières étaient pillées, des bâtiments bombardés et des corps brûlés à l'acide ou au diesel. Pour les forces de l'ordre, ce massacre a démontré que s'opposer aux Los Zetas pouvait entraîner non seulement la mort personnelle, mais aussi l'extermination systématique de communautés entières. En tant que Plaza Boss de Piedras Negras, Milan Vázquez a transformé la ville frontalière en une zone interdite pour le travail honnête de la police. Il a maintenu son contrôle grâce à l'assassinat systématique des agents qui refusaient de coopérer, créant ainsi un environnement dans lequel les policiers devaient soit rejoindre l'organisation criminelle, soit faire face à la torture et à la mort. Bien que le visage de Chano soit devenu synonyme d'une cruauté indescriptible, la présence du prochain tueur du cartel hante les policiers modernes plus que tout autre criminel vivant sur Terre. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Lorsque les policiers mexicains ferment les yeux la nuit, le visage d'un homme hante leurs rêves plus que celui de tout autre criminel vivant. Nemesio Oseguera Cervantes a transformé le cartel Jalisco Nouvelle Génération, CJNG, en l'une des organisations criminelles les plus violentes et les plus puissantes du Mexique, ce qui lui a valu une prime de 15 millions de dollars de la part des États-Unis et de 300 millions de pesos mexicains de la part du Mexique pour sa capture. Mais ce qui terrifie vraiment la police, ce n'est pas l'argent mis sur sa tête, c'est la brutalité calculée avec laquelle il mène une guerre contre l'État lui-même. La démonstration de terreur la plus audacieuse d'El Mencho a eu lieu lors du siège de Guadalajara en 2015, lorsque son organisation a déclaré la guerre au gouvernement mexicain. Sous son commandement direct, les agents du CJNG ont assiégé la deuxième plus grande ville du pays, établissant des dizaines de barrages routiers avec des bus et des semi-remorques détournés et incendiés. L'opération a culminé avec un acte si effronté qu'il a redéfini la guerre des cartels. Les agents du CJNG ont abattu un hélicoptère militaire mexicain qui poursuivait El Mencho et son fils, tuant au moins 9 militaires mexicains. Il ne s'agissait pas d'une simple violence, mais d'une guerre psychologique visant à briser le moral des forces de sécurité mexicaines. L'utilisation de grenades propulsées par fusée contre des avions militaires a envoyé un message sans équivoque. Personne, quel que soit son entraînement ou son équipement, n'était à l'abri de la colère d'El Mencho. L'embuscade tendue à la police dans le Michoacán en 2015 a démontré une fois de plus la volonté de son organisation de s'en prendre directement aux forces de l'ordre, tuant 15 agents et en blessant 5 autres lors d'une attaque coordonnée qui a mis en évidence à la fois une puissance de feu de niveau militaire et une sophistication tactique. Si le visage d'El Mencho hante les cauchemars des policiers et les empêche de dormir, le prochain tueur du cartel a prouvé que lorsqu'un maître de la terreur tombe, un successeur encore plus impitoyable se lève pour revendiquer le trône. Mario Alberto Castaño Molina, El Chopo. Le mal ne se repose jamais, et lorsqu'un démon tombe, un autre se lève pour revendiquer le trône de la terreur avec encore plus de férocité. Mario Alberto Castaño Molina, connu sous le nom de El Chopo, a hérité de la direction de la branche militaire du cartel de Medellín après la mort de Pinina en 1990. Son ascension n'a pas marqué de diminution de la terreur infligée aux forces de l'ordre colombiennes. Au contraire, le désir d'El Chopo de prouver qu'il était digne de son prédécesseur
a conduit à une escalade de la violence qui a amené les policiers à se demander si leur profession était devenue une condamnation à mort. La contribution la plus horrible d'El Chapo au règne de terreur du cartel fut son rôle dans l'attentat à la voiture piégée près de la plaza de Toros La Macarena en 1991, qui tua 27 personnes, dont des policiers, et en blessa plus de 50. Cette attaque ne visait pas une personne en particulier, mais était conçue pour maximiser le nombre de victimes civiles et policières, tout en démontrant la capacité du cartel à transformer n'importe quel espace public en champ de bataille. Pour les policiers qui ont survécu à l'explosion, le caractère aléatoire de la cible était peut-être plus terrifiant que s'ils avaient été spécifiquement pris pour cible. Son implication dans les exécutions internes des membres du cartel Fernando Galeano et Gerardo Moncada à la prison La Cathédrale a révélé un niveau de brutalité qui a glacé même les enquêteurs de police les plus endurcis. La participation d'El Chapo à ces meurtres ne visait pas seulement à éliminer des rivaux, mais aussi à envoyer un message à la police. La volonté du cartel de torturer et de tuer ses propres membres indiquait le sort qui attendait les agents des forces de l'ordre qui s'opposaient à lui. Le plus audacieux fut peut-être l'assaut raté d'El Chapo en hélicoptère contre la prison La Modelo, où son équipe a tenté de libérer des membres du cartel en utilisant des tactiques militaires, notamment en tirant sur les prisonniers et les gardes. L'audace de cette opération démontrait qu'aucune installation gouvernementale n'était hors de portée du cartel, laissant les policiers se demander si même les prisons de haute sécurité pouvaient offrir une protection contre les méthodes innovantes d'El Chapo en matière de violence. Si le visage d'El Chapo a terrorisé la police colombienne jusqu'à son dernier souffle, la réputation du prochain tueur du cartel en matière de meurtre de masse faisait trembler même les enquêteurs les plus endurcis lorsqu'ils voyaient les manifestes de vol portant sa signature. Don Denis Muñoz Mosquera, la Kika. Le visage du mal à l'état pur arborait les traits d'apparence ordinaire d'un homme dont la cruauté était sans limite. Don Denis Muñoz Mosquera était le sicario en chef du cartel de Medellín de Pablo Escobar, mais sa réputation de brutalité dépassait même les normes notoires de cette organisation. Sa personnalité, forgée par des actes d'une violence indescriptible, pouvait amener des policiers chevronnés à s'interroger sur leur propre mortalité et à se demander si leurs insignes n'étaient pas des cibles peintes sur leur poitrine. L'acte terroriste le plus horrible de la Kika a eu lieu en novembre 1989 avec l'attentat à la bombe contre le vol Avianca 203 qui a tué 110 innocents. Il ne s'agissait pas simplement d'une tentative d'assassinat qui avait mal tourné, mais d'un acte délibéré de meurtre de masse destiné à terroriser les autorités colombiennes. La cible visée, le candidat à la présidence César Gaviria, n'était même pas à bord de l'avion, mais la volonté de la Kika d'assassiner plus d'une centaine de civils pour éliminer potentiellement un seul homme a provoqué une onde de choc parmi les forces de l'ordre. Les policiers ont pris conscience qu'ils combattaient un ennemi sans limite morale, sans limite à sa cruauté. Mais l'attentat contre Avianca n'était qu'une facette du règne de terreur de la Kika. À la fin des années 1980, il est devenu l'architecte de la campagne systématique du cartel de Medellín, visant à assassiner des centaines de policiers à travers la Colombie. Grâce au système de primes mis en place par Pablo Escobar, qui offrait des récompenses substantielles pour le meurtre de policiers, la Kika a transformé l'assassinat en une entreprise industrielle. Selon des estimations prudentes, plus de 500 policiers ont trouvé la mort pendant cette période, et le nom de la Kika était murmuré avec crainte dans tous les commissariats, car il était connu pour pouvoir apparaître n'importe où, n'importe quand, afin de collecter l'argent du sang d'Escobar. Son expertise en matière d'explosifs le rendait particulièrement redoutable pour les forces de l'ordre. La Kika a orchestré plusieurs attentats à la voiture piégée à Bogota et Medellín, visant des commissariats et des bâtiments gouvernementaux. Ces attentats, qui impliquaient des centaines de kilos d'explosifs, n'avaient pas seulement pour but de tuer, mais aussi de dévaster psychologiquement les policiers survivants et de démontrer la supériorité technologique du cartel. Bien que le visage de la Kika soit devenu le cauchemar de la police colombienne, le tueur suivant du cartel a hérité non seulement de l'empire de son père, mais aussi de sa terrifiante capacité à faire capituler des gouvernements entiers. Ovidio Guzmán López. Le sang coule à flot dans les dynasties des cartels, et lorsque le fils d'El Chapo a hérité de l'empire de son père, il a apporté avec lui une capacité de violence qui a fait regretter même aux officiers chevronnés la relative prévisibilité de l'ère El Chapo. Ovidio Guzmán López a hérité non seulement de l'empire criminel de son père, mais aussi de sa capacité à commettre des actes de violence spectaculaires capables de terroriser des villes entières. Sa réputation auprès des forces de l'ordre mexicaines ne repose pas sur des années d'expérience, mais sur des moments d'une brutalité telle qu'ils ont redéfini ce que la police considérait comme possible dans la guerre des cartels. L'opération de Culiacán en 2019, connue sous le nom de Culiacanazo, a transformé Ovidio d'un criminel recherché en un symbole de terreur capable de paralyser les forces gouvernementales.
Lorsque les forces de la garde nationale mexicaine l'ont arrêté, la riposte du cartel a été si rapide et violente qu'elle a submergé non seulement la police locale, mais aussi les unités militaires d'élite. Les hommes armés du cartel ont lancé des assauts coordonnés, bloquant les routes avec des véhicules en feu et engageant le combat contre les forces de sécurité avec des armes lourdes qui surpassaient celles des services de police. L'humiliation de libérer Ovidio pour éviter d'autres victimes a envoyé un message à tous les policiers du Mexique. Les cartels étaient devenus plus puissants que l'État lui-même. L'opération menée en 2023 pour capturer à nouveau Ovidio a prouvé que sa capacité à recourir à la violence n'avait fait que s'intensifier. Le raid mené avant l'aube a semé le chaos dans plusieurs villes, les hommes armés du cartel ripostant en attaquant les forces de sécurité, en érigeant des barrages routiers et en tirant sur des avions militaires. L'opération a fait au moins 29 morts, dont 10 soldats mexicains, démontrant qu'Ovidio jouissait d'une loyauté si absolue que ses partisans étaient prêts à entrer en guerre ouverte contre les forces d'élite du Mexique. Sous la direction d'Ovidio, Los Chapitos s'est lancé dans le trafic de fentanyl, apportant avec lui un niveau de violence à la hauteur de la nature mortelle de cette drogue. Les affrontements entre sa faction et les groupes rivaux ont souvent causé des dommages collatéraux à la police, prise entre des factions lourdement armées dont le mépris pour les forces de l'ordre a créé des conditions de guerre dans les zones urbaines où les agents étaient surpassés en nombre et en puissance de feu. Si le visage d'Ovidio représente le mal héréditaire qui a contraint une ville à se rendre, le prochain tueur du cartel a créé quelque chose de bien pire. Il a fait craindre aux agents de choisir un camp dans une guerre où la neutralité signifiait la mort. Éric Valencia Salazar, El 85. L'innovation dans le domaine du terrorisme a pris de nombreuses formes, mais peu ont été aussi dévastatrices sur le plan stratégique que les méthodes mises au point par le cofondateur, qui allait plus tard retourner son expertise contre sa propre création. Éric Valencia Salazar, connu sous le nom de L85, a contribué à la création de l'une des organisations criminelles les plus violentes du Mexique, avant que sa scission ne conduise à la formation du cartel Nueva Plaza. Sa réputation auprès des forces de l'ordre s'est construite sur des innovations en matière de terreur qui combinaient une violence spectaculaire et une guerre psychologique stratégique destinée à briser la résistance de la police. Au cours de la période d'expansion initiale du CJNG, Valencia Salazar a joué un rôle déterminant dans l'orchestration de la destruction d'un hélicoptère en 2015 à Jalisco, où des membres du cartel ont utilisé des grenades propulsées par fusée pour abattre un hélicoptère militaire, tuant 6 soldats. Cette attaque sans précédent contre les forces fédérales a démontré que l'organisation de Valencia Salazar disposait à la fois d'un armement de qualité militaire et des connaissances tactiques nécessaires pour l'utiliser efficacement contre les forces gouvernementales, laissant la police se demander si ses propres appareils étaient tout aussi vulnérables. La création ultérieure du cartel Nueva Plaza a conduit à une guerre sanglante avec le CJNG à Guadalajara, créant un scénario cauchemardesque pour la police locale prise entre deux factions tout aussi violentes. Les forces de Valencia Salazar ont été impliquées dans la torture et l'exécution de policiers soupçonnés de soutenir le CJNG avec des narcomantas signés par le cartel Nueva Plaza, avertissant les autres policiers de ne pas choisir leur camp. La nature systématique de ces meurtres a créé un climat dans lequel les policiers craignaient que toute loyauté perçue envers l'une ou l'autre des factions ne leur vaut d'être brutalement assassinés. L'impact psychologique de la guerre de Valencia Salazar s'est étendu au-delà de la violence directe pour créer un environnement dans lequel la police était confrontée à des menaces provenant simultanément de plusieurs factions du cartel. Les agents ont appris à craindre non seulement une organisation, mais aussi la possibilité que toute action contre un groupe puisse être interprétée par ses rivaux comme un soutien à leurs ennemis, les laissant piégés dans un réseau de violence où la neutralité n'offrait aucune protection contre la brutalité des deux camps. Alors que le visage de Valencia Salazar terrorisait la police par une guerre sur plusieurs fronts, le génie tactique du prochain tueur du cartel en a fait le cerveau stratégique que les agents colombiens craignaient le plus. John Jairo Arias Tascón Pinina. La mort avait un stratège, et son génie tactique faisait trembler de rage impuissante même les forces d'élite colombiennes. John Jairo Arias Tascón, connu sous le nom de Pinina, occupait la 5e place dans la hiérarchie de Pablo Escobar, mais sa réputation de brutalité était sans égale. En tant que chef de la branche militaire du cartel et leader du gang Los Priscos, Pinina a transformé l'assassinat en un art qui a plongé les policiers colombiens dans une terreur constante. Son image d'efficacité impitoyable et de violence créative est devenue le symbole de la capacité du cartel à frapper n'importe où, n'importe quand, sans avertissement. Le coup le plus dévastateur porté par Pinina aux forces de l'ordre fut l'assassinat du candidat à la présidence Luis Carlos Galán en 1989. Il ne s'agissait pas simplement d'un assassinat politique, mais de l'exécution publique de la figure la plus éminente de la lutte contre le cartel en Colombie, perpétrée malgré une sécurité policière renforcée.
Le succès de l'opération a provoqué une onde de choc parmi les forces de l'ordre, démontrant que leur protection ne signifiait rien face à la brillante tactique et à la cruauté absolue de Pinina. Sa campagne systématique contre les dirigeants de la police a atteint son apogée avec le meurtre du colonel Valdemar Franklin Quintero, commandant de la police d'Antioquia. En collaboration avec Popeye, Pinina a exécuté cet officier de haut rang de manière à terroriser l'ensemble des forces de police. Ce meurtre n'était pas un acte de violence aléatoire, mais une décapitation stratégique des opérations anti-cartel, démontrant que Pinina avait compris que la peur pouvait être plus efficace que les balles pour neutraliser la résistance de la police. Sous la direction de Pinina, le gang Los Priscos a tué environ 70 policiers de Medellín rien qu'en 1990, contribuant à la campagne plus large du cartel qui a fait plus de 500 victimes parmi les policiers pendant cette période. Mais ce n'était pas seulement le nombre qui terrifiait la police, c'était aussi les méthodes de Pinina. Son groupe exécutait les policiers en public, souvent lors de fusillades au volant destinées à maximiser la peur parmi les témoins. Tous les policiers de Medellín savaient que la réputation de Pinina en matière de violence créative signifiait que leur mort ne serait ni rapide ni propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des cases qui s'affichent sur votre écran pour voir d'autres contenus similaires.